Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors continuons sur la chaleur. Alors lorsqu'une substance change de phase, donc comme nous avions vu, les phases solides, liquides, etc., il peut y avoir émission ou absorption de chaleur. Ainsi, lorsqu'une substance solide, une substance liquide se solidifie, comme l'eau en glace, ou lorsqu'une substance gazeuse se liquéfie, se condense, comme la vapeur en eau, une certaine quantité de chaleur est libérée. Cela est vrai aussi d'autres changements de phase, par exemple les changements de phase cristalline d'un solide. Cette chaleur dépend de la nature de la substance et du changement de phase qui est considéré. Elle est appelée chaleur latente, puisque en somme c'est une espèce de chaleur contenue dans le corps qui est libérée lors de la modification de l'état. C'est d'ailleurs ainsi que cette chaleur qu'on évacue progressivement dans le processus de congélation ou de liquéfaction, pendant toute la durée où les deux phases subsistent simultanément. Donc on a de l'eau, on commence à refroidir, ça atteint 0 degré, on continue à enlever de la chaleur, de la glace apparaît, seulement des portions de glace flottantes, on continue à enlever de la chaleur et de plus en plus de glace jusqu'à ce que tout soit transformé en glace. Parlons maintenant de la mesure. Alors, la définition de la chaleur est aussi une question de mesure. En fait, c'est le cas de toutes les grandeurs physiques. Elle est définie à travers sa mesure, et toute mesure est un processus de comparaison, c'est-à-dire la comparaison entre deux échanges de chaleur, l'un pouvant être choisi éventuellement comme étalon. Donc, comment procède-t-on? Donc, supposons que l'on place un corps M1 dans des conditions données, de température, de pression, en contact avec de la glace. Et on constate, jusqu'à ce que les températures s'équilibrent, que cela permet de faire fondre 1 gramme de glace. Bien sûr, il faut partir de 0 degré, et il faut aussi que le corps en question soit plus chaud, toute température plus grande que 0 degré, et tout autre échange de chaleur avec l'extérieur doit être proscrit. Ce serait des parasites. Alors, ce processus se produit parce que le corps plus chaud transfère de la chaleur à la glace. Si on utilise un deuxième corps, M2, de même nature et de même masse, dans les mêmes conditions, il va aussi faire fondre 1 gramme de glace. C'est évident, et cela signifie que la même quantité de chaleur a été échangée. Supposons maintenant que M2 soit en fait 2 fois plus massif. Alors, on postule qu'il va faire fondre 2 grammes de glace. Ce qu'on vérifie évidemment par l'expérience. Et c'est logique, parce que cela revient à faire fondre 2 fois 1 gramme de glace avec 2 corps identiques à M1. Donc la quantité de chaleur est proportionnelle à la masse. Et on peut donc ainsi comparer les échanges de chaleur. Et on peut le faire avec d'autres corps, d'autres natures, et voir, par exemple, avec la glace, quelle quantité de glace fond. Le tout est maintenant de définir des protocoles de mesure qui ne sont pas toujours simples pour la chaleur, et de définir des étalons de mesure. Alors, anciennement, par le passé, l'étalon de chaleur était la calorie. C'était la chaleur qu'il fallait fournir pour augmenter 1 gramme d'eau de 1 degré. Même actuellement, du fait qu'il y a une équivalence entre l'énergie avec l'énergie mécanique, on y reviendra, l'unité est le joule. Et son étalon est donc défini par les lois de la mécanique. Toutefois, les mesures thermiques, en soi,
n'ont pas cessé. Il y a des tas de situations où il faut mesurer la chaleur. Et de même, pour définir et comparer divers processus. Des divers processus d'échange de chaleur. Ça reste important dans de nombreuses situations, que ce soit de laboratoire ou dans l'industrie. Les instruments de mesure de la chaleur sont appelés des calorimètres. Alors, typiquement, on peut avoir un instrument comme ceci. On a une boîte hermétique avec des fils qui vont vers des dispositifs de commande. Et ici, on va avoir diverses sondes à l'intérieur qui vont, ou des instruments de mesure, soit pour agir, par exemple une étincelle pour allumer une combustion, ou pour faire des mesures. Le récipient lui-même a une paroi très épaisse. Il est isolé comme un thermo, de façon à avoir le moins d'échange de chaleur possible avec l'extérieur. C'est souvent la partie la plus compliquée. Une expérience ne doit pas durer trop longtemps, sinon les fuites de chaleur faussent les résultats. Notons que les parois très épaisses permettent aussi au système d'être résistant. Par exemple, si avec une étincelle on provoque une combustion, ça fait une explosion qui peut être assez violente, il faut que les parois résistent. De ce point de vue, c'est plus solide qu'un thermo domestique. Les thermos domestiques ont des parois assez minces. Un appareil tel que celui-là a des parois très épaisses et d'allure assez lourd. Et enfin, ici, on a le système qui est étudié, qui peut être solide, liquide, gaz ou tout système plus complexe. Donc, l'ensemble est très solide pour résister aux explosions, mais aussi à des réactions exothermiques, c'est-à-dire qui dégagent de la chaleur, parfois beaucoup de chaleur. Il ne faut pas non plus que la paroi fonde et perce. C'est le cas quand on étudie la combustion de certains gaz. Si vous mettez du butane à l'intérieur, que vous mettez une étincelle, le choc peut être assez violent. Butane et d'oxygène. D'ailleurs, ce dispositif calorimétrique est parfois appelé une bombe. Quand j'ai travaillé en laboratoire, j'ai manipulé ce genre d'instrument. Ça, on appelait ça la bombe. Le dispositif ici de commande, ou par exemple une étincelle, ça peut être par exemple aussi une hélice pour brasser un milieu pour qu'il soit plus homogène. Ou ça peut être des mesures de température, des mesures de pression ou d'autres mesures. Après les étalonnages précis, en utilisant des substances précises, dans des conditions précises, et par comparaison, on peut alors étudier divers processus physiques qui absorbent ou dégagent de la chaleur. En outre de ces mesures de quantité de chaleur produite ou absorbée, on peut aussi étudier les échanges de chaleur. Ainsi, pour la convection, la chaleur est emmagasinée dans le corps qui se déplace, par exemple l'air. Pour cela, il faut donc avoir la connaissance ou mesurer la capacité thermique du milieu, mesurer sa température et la quantité de matière qui est échangée, le débit. Et à partir de là, on peut connaître la quantité de chaleur qui est transportée. La conduction se fait aussi avec mesure de la capacité thermique et des températures entre deux points et de l'évolution de ces températures, de manière à savoir là aussi quelle quantité de chaleur est échangée. Ça donne aussi une mesure de la conductivité thermique. Enfin, le rayonnement va être fait avec des détecteurs optiques appropriés
voire des antennes radio, selon le type de rayonnement, qui est infrarouge ou dans le visible, rouge, même jusqu'à l'ultraviolet. La mesure de l'intensité du rayonnement donne alors directement la quantité d'énergie et donc de chaleur qui est transportée par ce rayonnement. Alors voilà, nous avons nos bases. Nous avons vu ce qui était en détail le travail, l'énergie, la chaleur. Nous sommes maintenant outillés pour commencer la thermodynamique proprement dite. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le premier principe de la thermodynamique. Je vous remercie.